Dans un shaker bien glacé, versez une bonne dose d'estime de soi, plusieurs millilitres de lâcher-prise et un trait généreux de soin. Secouez énergiquement et vous obtiendrez le cocktail parfait pour s'ouvrir à l'autre, à soi, au monde. Yannick Descharmes, psychologue en TCC, nous parle aujourd'hui de son dernier livre, Petite psychologie de l'apéro. Son approche est très complète, nourrie de références scientifiques et culturelles, avec toujours beaucoup d'humanité, de joie et de créativité. C'est LE livre qu'il faut siroter en vacances cet été. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour Yannick. Bonjour Valérie. Merci beaucoup pour ta présence et ta réponse positive à mon invitation. C'est un grand plaisir. Moi, dès qu'on me donne l'occasion de partager mes valeurs, je suis tout oui et tout enjoué. Eh bien, super. Avant de se lancer dans le vif du sujet et d'expliquer le thème de cet entretien, est-ce que ce serait OK pour toi de te présenter en quelques mots? Bien sûr. Donc, je m'appelle Yannick Descharmes, je suis psychologue. Voilà, j'exerce sur la ville de Bourg-en-Bresse. Et puis voilà, alors, la particularité, c'est avant d'être psychologue, j'étais kiné, donc j'ai j'aime bien dire que je suis un jus multifruit, c'est qu'on connaît pas trop la proportion mais on sait que le cocktail est pas trop mal. Enfin, mieux que les jus multifruits que tu vois dans les supermarchés, un vrai, sympa. Et voilà, ma pratique, je pratique ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales, alors, la gestion des émotions, des pensées, etc. Et puis voilà, et puis pratique assez éclectique, voilà. Je sais pas, Tu voilà un peu reçois qui je suis. exclusivement en cabinet ou tu travailles aussi en visio? Ouais, moi je fais un petit peu de tout. Donc j'ai mon cabinet, puis la visio. Ben voilà, tous les mardis, j'ai la chance de faire la visio parce que ça me permet de voir des gens. Alors moi, ce que j'adore en visio, c'est que je vois des gens un peu partout dans le monde. Alors je me Mm. la pète, mais c'est surtout des gens que je voyais avant, qui eux sont partis dans le monde entier. Donc c'est toujours rock'n'roll à faire quoi. Donc ouais, je fais de la visio, c'est cool. D'accord. OK, OK. Alors aujourd'hui, je t'ai proposé cet entretien pour parler de son livre, qui est La petite psychologie de l'apéro, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, j'ai surligné Ouais, t'as un vu passage. noter. J'ai bien travaillé. Avant de se lancer vraiment sur le sujet du livre, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est la psychologie positive? Ah, génial. Mhm. Question que tout de suite je peux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la psychologie positive de base, moi, elle m'a plutôt énervé plutôt que satisfaite. En fait, le problème de la psychologie positive, c'est pas une histoire de des oiseaux, on va contempler tout le monde au bout, parce que ma fille de 19, si je lui dis les hommes sont beaux, tu es une fille positive, la vie est positive, il y a peu de chances que je la laisse sortir en soirée comme ça. L'idée de positif, le problème, c'est que quand on importe des pays anglo-saxons des notions, le problème, c'est qu'on n'a pas la même culture. Nous, positif, négatif en Occident, c'est moralement connoté. Bien, mal. Et donc, quand tu luttes le bien contre le mal, ben, en fait, ça fonctionne pas. Moi, plus je vais être grognon, plus tu me dis, mais Yannick, regarde les oiseaux. Mais Yannick, regarde, t'as de la chance. Ben, en fait, plus je deviens grognon. Et donc, le problème de la psychologie positive, prise en tant que bien, mal, quand tu utilises le positif pour lutter contre le négatif, et ben en fait, tu renforces le négatif. Et ça marche pas. Non, la psychologie positive, c'est que en GP anglo-saxon, c'est pas de la psychologie négative. C'est-à-dire que, on va dire qu'en santé mentale, on pourrait s'occuper de ce qui va pas. Comme quand j'étais kiné, bon, bah, t'as une lésion musculaire, je m'occupe de ce muscle défaillant, je soigne. Et ça, c'est faire du soin. En psychologie positive, du terme positif, ce qui dépasse, plutôt que ce qui manque, je m'occupe à développer ce qui va bien. Donc, par exemple, si je m'occupe, c'est ce qu'on fait, moi, quand j'ai vu la psychopositive, je dis, bah, les gars, c'est ce qu'on fait en kiné, hein. Je me développe ce qui va bien. Bah, si toi, en psychologie, tu as des compétences d'empathie, de la concentration, non seulement je te valorise là-dessus, donc déjà, tu as de la confiance, d'estime, je les développe. Et ce qu'on fait en sport, si tu développes tes compétences positives qui dépassent, bah,
c'est que ça va tirer tes difficultés vers le haut. Mais il faut arrêter d'opposer le négatif et le positif. Ce sont deux compétences. Il y en a une que tu soignes et d'autres que tu développes. Je sais pas si je suis clair, mais Oui, il n'y a rien de moral là-dedans. oui, l'idée, c'est de prendre soin en amont de ce qu'on a déjà, développer les aspects qui vont bien finalement. C'est ce que on pourrait le dire comme ça. Ça, en fait, c'est ce qu'on pourrait faire donc en prévention primaire quand on fait la prévention. On crée les conditions d'un fonctionnement optimal. Bon, bah, c'est tout bête, hein. Un local bien chauffé, bien éclairé, avec des gens qui me parlent bien, avec bah, effectivement, la psychologie positive, c'est créer les conditions d'un épanouissement. Ça, tu fais ça en prévention primaire. Mais après, Ok. quand la personne est en difficulté, eh ben, par exemple, c'est un petit peu ce qu'on pourrait faire en éducation. Je sais pas, tu as quelqu'un qui est pas très bon en maths et qui est bon en français. Et en fait, là où plutôt que passer un temps fou sur les maths, il faut. Mais en fait, on va passer plein de temps sur le français en disant, mais tu es super fort en français. Il engrange de la confiance. Hmm. Quand il va chercher les maths, il y va depuis un point de vue de dire, hey, je suis quand même quelqu'un de pas trop mauvais, plutôt que de toujours le faire travailler sur ses difficultés, où au final, on génère plutôt de la difficulté. C'est un peu, moi, ma culture, elle est sportive. Quelqu'un qui a un pilier au rugby qui est petit et costaud, bah, il court moins vite. Bah, tu le valorises sur ses compétences, mais ce qu'il sait pas faire, bah, tu y vas, mais avec des attentes différentes. Ok, très bien. Psychologie positive, c'est ça. C'est pas les oiseaux et on est tous frères et on est tous beaux. Non, on a le droit de pas être des gens cool. Hmm. Voilà. En Bah, fait, c'est très pour clair. aller plus loin, c'est parce que tu vois, avec le thème du bouquin, ça rejoint ce qu'on appelle la santé mentale positive. Là où la psychologie positive, c'est quelque chose qui, à mon sens, réservé à des gens qui sont dans le soin et des diplômes, quelque chose de assez... Parce que c'est un processus scientifique, hein, c'est-à-dire que on fait pas n'importe quoi, n'importe comment pour n'importe qui, c'est vraiment un process. Là où la santé mentale positive, ça concerne tout le monde. Oui. Ça Ok. concerne mon voisin qui va peut-être être attentif à ma santé mentale en venant me sonner à la porte quand je suis tout seul. Ça peut être les pouvoirs publics qui créent les conditions de vie. Tu vois, c'est un domaine plutôt général, la santé mentale positive. Oui. Oui. Donc voilà un peu l'idée. C'est un peu long, hein, mais difficile de faire court sur ce concept. Ouais, ça pourrait donner lieu à un podcast rien que sur ce concept-là, finalement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, on va mettre le focus un peu plus sur ton ouvrage, sur ton livre. Euh, Peux-tu nous expliquer ce qui t'a donné l'idée et puis la genèse du bouquin et en particulier cette limite que tu as touchée en cabinet et qui t'a un petit peu donné cette étincelle Bah, en fait, c'est une vraie situation, c'est pas du storytelling, hein. Mm. Cette idée de livre, elle est née au mois de mai, pas de cette année, en 2023, donc. Je sors d'une séance avec une patiente et je me dis, waouh, je suis triste. J'étais triste parce que ma patiente me dit, Yannick, j'ai bien lu votre premier livre, trouver son bonheur dans sa tête et dans son corps. Elle me dit, je suis bien avec moi, je passe du temps chouette avec moi, je pars en week-end, je pars en vacances. J'ai vraiment, voilà, cool. Mais je suis immensément triste parce que je suis toute seule. La fille, elle habitait Bourg-en-Bresse, célibataire, sans enfant. Je suis triste parce que je veux un chéri, je suis triste parce que j'ai pas d'amis. Et moi, bah, tristesse limite de ma pratique, je dis, bah, en fait, je suis pas agence matrimoniale et je sais pas comment on peut faire des potes sur Bourg. C'est pas... Et donc, je suis sorti de cette séance en disant, là, la santé mentale de ma patiente est impactée. Et moi, en tant que psychologue, voilà, je touche mes limites. C'est que la limite, elle commence en dehors du cabinet. Et donc, je me suis dit, bah, cette personne-là, j'aurais aimé l'inviter à l'apéro. Parce que en sortant de chez moi, il était 19, du cabinet, il était 19h. Mais en fait, ce qui lui manque, c'est un apéro. Pour continuer le soin, l'estime de soi, bah, pour qu'elle se rende compte dans un milieu autre chose qu'un seul psy qui dise vous êtes quelqu'un de chouette. Bah, quand c'est quelqu'un qui nous dit bah tiens Yannick j'aime bien ta barbe ou bah, déjà on se valorise, on apprend à se connaître parce que moi je sais pas que j'aime le tofu mais si j'ai quelqu'un lors d'un apéro qui me dit tiens goûte ça, au début je vais dire non et puis je vais goûter, et puis je dis bah heureusement que t'es venu sinon j'aurais pas su. Ma patiente en question, elle se tenait bien droite. Elle avait bien de lâcher prise. Mais qu'est-ce que tu veux, lâcher prise tout seul chez toi? Alors, tu peux Mhm. faire la folle chez toi, mais bah, tu lâches prise quand tu sais pas qui tu vas parler, tu sais pas de quoi tu parles, tu sais pas à quelle heure t'arrives, et l'apéro est indiqué. Et là où justement ce qui me manquait aussi en tant que psychologue, c'est que quand tu veux soigner l'anxiété sociale, par exemple, la peur du regard de l'autre, tu travailles pas avec ton psy. Ton psy, tu fais avec la première base. La deuxième, c'est tu traverses ta peur du regard et tu te rends compte que bah, l'autre est aussi une occasion de découverte. Et pareil pour les addictions.
tu peux pas soigner. Par exemple, quand tu fais des cures sur l'alcool, tu soignes à l'intérieur de l'établissement, mais en fait, la deuxième partie, ça se joue sur le terrain, quoi. Dans le bar, dans les... Et donc, c'est là où je termine dans ce bouquin, dans quelque chose d'assez touchy, c'est que tu peux soigner, pas guérir, l'addiction à l'alcool, à l'apéro, si tu te rends compte que, eh ben, le but de l'apéro, c'est le lien social et le lien à toi-même. Et que si le but, c'est de manger, de boire, ça craint. Si la fonction, c'est de disparaître, d'anesthésier tes émotions ou faire tapisserie, ça craint. Mais si tu y vas dans l'idée de je m'en fous de ce que je vais boire, je vais discuter avec mon pote et je vais y aller avec moi-même, bah, tu vois, ça, c'est ce qui soigne. Et les alcooliques anonymes, je terminerai avec ça parce que du coup, c'est un gros bloc, hein. Tu me coupes, hein, parce que moi, si tu me lâches, Oui, tu es déjà en train de répondre à toutes mes questions, en fait. ouais, mais t'inquiète, on va les développer de plus en avance. Il y a Oui, quand même oui. dans le bouquin. Mais ce que disent, en fait, moi, j'ai eu travaillé en addicto. Et à un moment donné, je me suis quand même dit que ceux qui soignaient le mieux les addictions, ça reste les alcooliques anonymes. Ben parce qu'ils travaillent avec le lien social, le soutien entre pairs, et pas forcément avec un psy, un addictologue qui est à côté, quoi. Et c'est pour ça que ce bouquin, c'est aussi une façon de rendre la santé mentale à tout le monde, pas qu'aux psychologues. Mm. On élargit. Très belle Voilà, donc idée. grosse Très belle genèse, idée. mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et pour terminer, en fait, ben, je rentre chez moi. Moi, chaque fois que je suis en colère ou chaque fois qu'il y a un truc, j'écris un truc. D'accord. J'écris un texte sur mon blog, je fais une vidéo sur Instagram et hop, ça se balance. J'écris un texte, ma femme me dit putain, c'est génial, tu tiens un truc. Mon ange gardien, en fait, celle qui me dit que c'est nul ou pas. Si D'accord. elle dit que c'est bien, moi, mon éditeur me dit putain, on tient un truc, vas-y. Et c'est comme un cri du cœur. Juin, juillet, août, en 3 mois, c'est rédigé. Tu sais, c'est comme un truc, tu sors un truc, Mm. tu t'arrêtes pas et tu dis c'est ça ou rien, quoi. Voilà un D'accord. peu la genèse telle qu'elle a été. Bah, peut-être que j'ai accouché. D'accord. Ok. Du coup, je vais recreuser un petit peu. T'as fait une belle introduction. C'est le sommaire, hein. Voilà. Maintenant qu'on a fait le sommaire, on va aller creuser un peu plus, de manière un peu plus pointue. Je vais aller sur le lien aux autres dont tu as parlé. Qu'est-ce qui, selon toi, est essentiel dans le lien aux autres, dans l'ouverture à l'altérité? En fait, il y a trois. Alors, je te fais le petit exercice que je mets dans le bouquin, mais parce que, voilà, en fait, Sartre est bien sympathique quand il dit l'enfer, c'est les autres. Et du coup, c'est pas vraiment ce qu'il dit dans ce résumé, c'est que, mais on a retenu que ça. Et tu Hmm. vois, on est dans une culture là, l'enfer, c'est l'autre. Et donc, du coup, justement, ce que dit Sartre, et c'est le point de départ, c'est que tant que tu es il prend l'exemple, tu es dans un parc, tu te balades. Tant qu'il y a personne, à aucun moment tu as l'idée de toi-même. Et quand quelqu'un rentre, mais quand il rentre, il t'offre un cadeau extraordinaire. Premièrement, c'est tu as la possibilité de te dire je suis. Je suis Yannick, moi là, par rapport à lui qui est là-bas, et je suis peut-être habillé comme ci, comme ça. Et ce qu'il appelle la néantisation, c'est la distance par rapport à toi. Et donc, bah, la première chose dans la relation à l'autre, c'est quand il y a un autre, il y a un toi. Hmm. Ce qui permet de dire que je suis un homme, c'est que tu es une femme. Je suis grand, je suis petit, je suis plus. Je peux pas me situer. Il faut une référence dans la vie. Hmm. Donc ça, c'est le premier cadeau. L'autre, quand il est là, il t'offre une référence. Et il t'offre la possibilité de te questionner sur qui suis-je, ou ai-je? Première chose, ça, c'est un cadeau. Tandis que ce que dit ça, tant qu'il n'y a pas l'autre, tu es un objet. Tu te poses pas la question de qui tu es, tu te balades en pyjama au milieu du parc. Hmm. Peut-être que tu es habillé n'importe comment et que tu te respectes pas, mais tant que t'as pas quelqu'un qui te renvoie un petit miroir qui dit Yannick, le pantalon jaune avec la chemise marron, moyen. Putain, je l'avais pas vu. Ça, c'est le premier cadeau. Et ensuite, quand tu déroules la relation à l'autre, bah, elle t'offre ce qu'on appelle le plus petit dénominateur commun, c'est l'humanité. Si tu te rends compte que, ah, toi aussi, tu as deux bras, deux jambes, t'as faim, t'as froid, t'as soif, t'as envie d'une chérie, d'un chéri, et puis je dis, ah putain, mais je suis pas tout seul. Et tu vois bien que dans santé mentale, il y a quand même un paquet de gens qui disent, mais en fait, je me sens incompris, je me sens tout seul. En fait, tu te sens incompris peut-être parce que déjà, tu te connais pas toi. Et puis peut-être que si tu te connectes, si tu commences par te connecter avec ce sur quoi tu es d'accord, bah, tu fais du lien social. Et donc, ce que je dis à mes patients qui ont peur de rien de l'autre, bah, commence par parler de ce qui vous réunit. Oui. La météo, la cuisine, des choses. Et on se rend compte que bah, dans le monde entier, bah, tu vois, Covid, moi j'ai adoré cette période, 7 milliards d'êtres humains qui en même temps ressentent la peur de dire, putain, on est mortel. Si tu as vu, tout le monde s'est dit, on va peut-être se serrer les coudes. Hmm.
Et là, ça, c'est extraordinaire. Et donc, tu vois, premier temps, ça t'offre une relation à toi. Deuxième temps, ça t'offre un point commun. Je suis pas tout seul, on est nombreux. Et par les temps qui courent. Ça serait bien de rappeler que on a tous faim, soif, et on a tous besoin de d'aller aux toilettes. On a tous besoin. Et que ça, c'est le minimum d'humanité. Hmm. Et le dernier tiers, bah, c'est ce qu'on fait, c'est qu'une fois que tu es bien avec toi, que tu es bien avec l'autre, bah, la différence à l'autre, c'est une occasion d'apprentissage. Plutôt que d'une occasion et peut-être même une occasion de conflit. Bah, je sais pas, moi, si je suis plutôt de culture sportive, le mec en face, bah, c'est aussi une occasion de m'élever. Heureusement qu'on n'est pas d'accord avec les Anglais au rugby, parce qu'ils nous permettent de grandir. Et puis heureusement qu'ils aiment le bœuf, la gelée à la menthe et le sanglier à la menthe, comme dirait Astérix, bah, parce que on en apprend sur nous. Et tu vois un peu ces trois temps. Ouais. Pour moi, ça, bah, c'est juste un cadeau. L'autre est un cadeau pour le coup. Et tout seul, bah, tu peux pas avoir tout ça. Donc, tu vois, quand tu te balades tout seul, eh ben, tu fais le premier pas. Peut-être que tu développes un rapport un peu à toi-même. Mais à un moment donné, tu as vu un film qui s'appelle Into the Wild? Oui. La morale. Le mec, il part, il dit, ouais, mais moi, je vais aller go to Alaska. Ouais, il va dans l'Alaska. Puis à la fin, il se dit, bah, le bonheur ne vaut que parce qu'il est partagé. Hmm. Bon, voilà, un peu l'histoire de l'estime de soi et du rapport à l'autre. Hmm. Bah, du coup, ça répond à ma question suivante, finalement, mais je vais quand même te la poser, parce que peut-être que tu vas avoir un autre angle pour la développer. C'est, sans trop dévoiler le contenu du livre, quelles sont les vertus principales de l'apéro? En fait, l'idée, on pourrait avoir plein de vertus, mais je pourrais me mettre d'un point de vue, allez, je vais me mettre d'un point de vue biologique. Tiens, Ok, tout simple, hein. allez. La biologie, en fait, dans le début du bouquin, j'aime bien parce que je me suis fait plaisir. En fait, j'y ai mis des trucs qui paraissent vraiment saugrenus, mais quand on y regarde, c'est ce qu'on appelle un processus darwinien. C'est qu'en fait, Darwin, la sélection naturelle, il oublie un truc, enfin, c'est pas qu'il oublie un truc, on oublie que c'est pas la lutte du plus fort. Hmm. C'est le collectif. On est plus fort à plusieurs que tout seul. Sinon, bon. Ouais. Et donc, les vertus de l'apéro, il y a trois hormones qu'on pourrait, tout d'abord, ce qu'on appelle l'ocytocine, ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement. Plus je travaille mon moteur social, plus je produis d'ocytocine. Et l'ocytocine, elle a deux vertus. Premièrement, c'est du carburant de moteur social, ce qui fait que plus je vois de gens, plus je m'y attache. Plus je m'y attache, plus j'ai ce sentiment de lien à l'autre. Et l'ocytocine, ça booste aussi l'estime de soi. C'est-à-dire, on a pu prouver que plus je produis de l'ocytocine et plus je me sens bien avec moi-même. Et donc déjà l'ocytocine. Deuxièmement, la sérotonine, l'hormone du bonheur. Antidépresseur, quand il n'y a plus de sérotonine, on est Alzheimer du bonheur. On a beau te donner une tarte aux pommes, tu ressens rien. Hmm. Et plus je fais d'occasions plaisantes, je sais pas, je rigole, je parle de sujets plaisants, je vois des gens plaisants, dans un environnement plaisant, avec des poufs plaisants, des poufs, des gros canapés trucs, ce plaisir, je sécrète de la sérotonine et je prends du bonheur. Parce que je suis allé un peu plus loin dans le plaisir. Le plaisir, c'est la dopamine. Et tu vois, toutes ces hormones-là, ça fait un petit cocktail hormonal, comme un cocktail gratos. Et ça, en fait, en santé mentale, c'est ce qu'on vient booster, hein. Quand tu fais une psychothérapie, tu travailles la sérotonine, hein, parce que c'est la dépression. Tu travailles la dopamine, du coup, c'est tout le système récompense. Et puis l'ocytocine, l'estime de soi, l'attachement à l'autre. Ça, c'est des vertus biologiques. Mhm. Derrière, estime de soi, confiance en soi, lien social, ça, c'est les vertus plus psychologiques. D'accord. Qui sont bien développés dans le livre. Donc, du coup, Ah ouais, on va pas ouais. trop tout, spoiler. Même après, ça me dérange pas parce que tu vois bien que même si on développait plein de C'est choses, vrai, c'est il y vrai. a le développer et il y a le lire et découvrir. Il y a Ouais. plein de choses là-dedans. Puis toutes les petites anecdotes aussi, voilà. Alors, justement, par rapport au lien social, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais pour une personne pour qui c'est compliqué d'aller vers les autres, de se mêler à un groupe, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, peut-être pour faire les premiers pas et puis pour se sentir plus tranquille dans ce genre de situation? Alors, c'est important de comprendre que personne ne peut être tranquille. Parce que d'un point de vue de l'espèce, entre l'homme de Cro-Magnon qui voit arriver un type et qui se dit ah super, il est cool le gars, et l'autre qui se dit méfie-toi, peut-être qu'il est louche, celui qui a survécu, ça reste quand même celui qui s'est méfié. Et donc, on a génétiquement, notre cerveau est programmé comme ça. Quand quelqu'un te klaxonne derrière, la première réaction, c'est pas ah tiens quelqu'un qui m'aime. La
Première action, c'est qu'est-ce que t'as, toi? C'est vrai. Et tu vois, ce biais cognitif, ce même biais biologique fait que tu sursautes dès qu'il y a un événement nouveau. Et ben, dans une relation nouvelle, c'est normal d'être anxieux. Et déjà, la première chose, plus on dit, eh, c'est OK, j'ai le droit de craindre le rapport, le regard de l'autre, parce que c'est une occasion. Et d'un point de vue de l'espèce, quand tu fais partie d'un groupe, tu es protégé. Et si on t'exclut, ça sent un peu la mort. Et donc, génétiquement, l'instinct grégaire, ça vient le chercher. Tu rencontres quelqu'un, bon, bah, c'est normal de dire, j'ai le droit d'être anxieux. Et tu vois, ce qu'on appelle l'acceptation des émotions, c'est dire, c'est OK. Plutôt que les gens qui sont plutôt anxieux se disent, il faut que je sois zen, détendu comme tout le monde. Alors, ensuite, Hmm, non, les autres cachent ce qu'ils veulent, c'est ça. on cache tous, mais en fait, moi, j'ai beau être psychologue, moi, dès que tu me mets plein de monde, je suis anxieux, parce que Hmm. déjà, je suis grand, donc j'ai l'impression que tout le monde me regarde, je suis psychologue, donc pour peu que je croise quelqu'un que je connais, c'est normal, il y a des enjeux. Et d'ailleurs, la première chose que je conseille aux gens, c'est dire, la première chose, c'est se dire à soi-même, c'est OK. Ouais. Exactement comme tu parleras à ton chien, tu dis, chut, c'est OK, je sais, il y a plein de monde, t'inquiète, tout doux. Chut. Hmm. Tu vois, premier round. Et déjà, si tu t'installes en toi, euh, bah, je sais pas, une petite respiration, tu te ressentes sur tes pieds posés au sol, c'est ce qu'on fait au yoga, hein. On met la posture, et ben, on s'installe en soi. Et une fois que tu t'installes, bah, tu peux accueillir l'autre. Bon, bah, après, c'est ce que j'expliquais à la question d'avant, hein, bah, quel est le sujet mondial que quand tu fais ça, tu te relis à la planète entière, La météo. tu parles de météo. Et là, bah, comme dirait Orelsan dans son truc, dans sa chanson, je sais plus laquelle, on parle de rien, mais c'est déjà beaucoup. Et que ça sert à rien pour les gens qui sont anxieux de parler de sujets Hmm. hyper compliqués. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est parler de météo, de dire qu'est-ce que t'as mangé, qu'est-ce qu'on mange, et puis tu pars où en vacances. Et en général, on tient déjà 5 minutes. Et qu'en général, les interactions de plus de 5 minutes, il y en a plus beaucoup déjà. Hmm. Tu vois un peu ce truc? Ouais. Acceptation, on s'installe en soi et après on s'ouvre sur les points communs. Et déjà là, avant de faire, comme le conseil, ce que je dis à mon gamin de 14, je dis écoute, il adore, il est bavard, écoute, peut-être comme moi. Je dis écoute, pas encore assez gaulé pour les interactions sociales, donc je t'interdis de parler de sexe, de religion, d'argent, de politique et je sais plus quoi, en général, c'était de retraite à l'époque. Pour l'instant, tu parles de tout ça. Ça, c'est quand tu seras vraiment gaulé. Oui, oui. Tu vois un peu le truc? On Oui. fait simple. Commencer. Très bon conseil, très concret. Tu insistes bien dans le livre sur les vertus que peuvent avoir un verre d'alcool, par exemple, par rapport au lâcher-prise, etc., à la transgression. Tu insistes aussi sur l'aspect non obligatoire de boire de l'alcool. Donc, c'est intéressant d'avoir ces deux aspects-là. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt quel conseil tu aurais pour une personne qui ne souhaite pas boire d'alcool, mais qui aurait, par exemple, des craintes en termes de jugement des autres. En fait, l'idée, le jugement que les gens portent, ils sont aussi liés au jugement qu'on porte nous. Hmm. Et j'aime bien raconter cette histoire de Tom Sawyer qui est puni, donc c'est un vieux dessin animé des années 80, Tom Sawyer qui est puni, c'est toujours puni, à peindre une barrière. Je me souviens. Voilà. Il a peint et tout le monde se pointe devant et il dit, bah, oh là là, il se moque de lui. Et il lui dit, mais gars, mais l'honneur que j'ai de peindre cette barrière, tout le monde dira, c'est Tom Sawyer qui l'a peinte. Et regardez donc cette technique dont je fais preuve. Et à un moment donné, le gars dit, je peux essayer. Il file le pinceau, il se barre. Plutôt que de boire, de dire, bah, donne-moi une boisson d'enfant, iced tea, coca, machin, ou t'as une boisson de gamin et déjà t'as une tête de déterré où tout le monde te dit, oh, le pauvre, franchement, ça va, c'est pas trop dur. Genre la maman, la femme enceinte, qui au bout de sa vie, Florence Foresti, qui crève d'envie de se taper les coupes de champagne. Si des fois déjà tu te prends une boisson d'adulte, c'est pour ça que bon, bah, dans le bouquin je parle du kombucha. Hmm. Bah, kombucha déjà, il n'y a pas un gamin qui va boire du kombucha parce qu'il y a de l'amertume, parce qu'il y a de l'acidité. Et bah si déjà tu fais une boisson d'adulte ou un cocktail d'adulte en disant, hey, et c'est ce que dit Alban, la petite jeune qui justement a 18 ans, qui est sportive de haut niveau, et elle l'alcool, bah sauf que quand tu es étudiant, t'as envie un peu de faire le grand, et faire le grand avec de l'alcool, c'est un peu con. Bah, tu peux faire le grand, et ce qu'elle dit, c'est quoi? Moi, je bois du kombucha. C'est quoi ça? Mais c'est un truc de dingue. C'est un cocktail, c'est hyper acidulé, c'est super bon. Il y a du gingembre, de la grenade dedans. Moi, je kiffe, et tellement je kiffe que, franchement, je te souhaite de boire ça plutôt que de t'alcooliser avec ton alcool qui te fout en l'air ton estomac.
Tu vois du Tom Sawyer? Ouais. Et en fait, ça, on appelle ça un cadrage en thérapie, enfin même dans tellement de thérapies, un cadrage langagier, c'est que tu mets ça dans un autre cadre. Et là, la personne a dit, putain, il est méga cool, Yannick, il boit du kombucha, je fais comme lui. Plutôt que de dire, bah, on va quand même pas boire de l'ice tea, quoi. Ouais. Tu vois, un peu, je Ok. sais pas si t'as de pain, si t'as d'autres boissons aussi dont tu pourrais être fier, qui donneraient envie aux gens de boire, mais faut faire envie. Mm. Bah, avis aux personnes qui auraient des idées. Mais ouais, mais après les cocktails, tu vois, je suis passionné de gastronomie, j'ai un copain qui a un restaurant sur Pont-Saint, la Jérôme Busset, bah, en fait, on rigolait parce que à un moment donné, j'étais au resto, et puis ouais, c'est ma femme qui conduisait, je sais, mais voilà, je suis passionné de vin, et ma femme dit, bah écoute, moi le vin, c'est pas trop mon... Vas-y. Sauf qu'elle, elle a pris un accord thé, mais et thé. Et à un moment donné, j'étais dégoûté parce que elle était en train de goûter son thé avec le plat. Elle me dit waouh, 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 waouh. Et moi, je dis, tu fais goûter? Elle me dit, bah non. Je dis, ah, ton chardonnay. Et la fois d'après, je me dis, ok, tu sais quoi? C'est moi qui vais boire le thé. Parce qu'encore une fois, c'est tout dépend la façon du travail de choses, mais il y a un petit peu de boulot à faire plutôt que de. Enfin voilà, il y a un petit peu de boulot pour rendre les choses attractives à l'apéro. Bah, c'est vrai que moi, je suis allée au restaurant de Florent Laden. Je sais pas si tu connais, c'est un... Là-haut, dans le nord? Oui. Ouais. Et justement, il propose accord bière, enfin mets et bière ou alcool, sans alcool. Et c'est super attractif ce qu'il fait. Et il y a un vrai travail de cuisinier derrière. C'est vraiment hyper chouette, quoi. Et tu vois, d'un point de vue langagier, d'un point de vue process, et il y a un petit processus là-dedans que j'explique dans le bouquin. Mm. Déjà, quand tu dis sans alcool, putain, C'est déjà, vrai. mon cerveau, il me dit, hé gars, pourquoi tu Ouais, m'enlèves des trucs? Moi, j'ai payé le c'est même vrai. prix. Moi, si je te dis, je vais te mettre un truc avec plus de kiff. Mm. Je vais te mettre un truc avec plus de plaisir. Ah, bah alors là, je veux bien plus de plaisir. Mais tu t'en fous. Il y a de l'alcool ou de l'alcool. On s'en fout qu'il y ait de l'alcool. Ce que tu veux, c'est du kiff. Et ben, c'est ça, en fait. Et l'idée, c'est pareil pour l'apéro. On dit, ah, bah, putain, la femme enceinte. Alors, j'ai une maman il y a 3 semaines. Au bout de sa vie, Yannick, j'ai envie de trucider mon mec. Pas d'alcool, pas de charcuterie, pas de cacahuètes. Putain, mais en fait, c'est la punition. Bah, je dis, bah, si vous dites c'est sans ça, ça craint. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un alcool avec? Un alcool, un apéro Un avec. apéro avec, Moi, je ouais. veux un apéro avec du kiff. Je veux un apéro avec du croustillant. Je veux un apéro avec du goût. Avec de Bon, l'originalité, voilà. Mm. putain, et là, t'y vas. Mm. Bah, tu vois, ça, c'est limite, j'ai envie de dire aux gens qui vont dans cette voie, franchement, les gens qui disent, moi, c'est Ricard, cacahuète, curly, C'est banal. bah, franchement, les gars, c'est un peu juste moyen, moyen. Mm. On appelle ça un cadrage. Voilà. Très intéressant. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Il y a vraiment beaucoup de références culturelles dans ton livre, beaucoup de philosophes, mais aussi plein de références à de la culture pop. Ah, c'est bizarre que tu fasses la grimace quand je Et te dis. non, je t'expliquerai pourquoi. Ok. Je trouve que c'est intéressant d'ouvrir la réflexion. Pourquoi pour toi c'est important d'ouvrir la réflexion sur toutes ces références culturelles? Et puis j'aurais un deuxième temps dans ma question, c'est pour toi en quoi s'ouvrir à la culture, s'ouvrir à l'art, ça peut avoir une influence sur notre santé mentale? C'est une question complexe. Ah, tu sais, en plus, ça me passionne, donc, si tu veux, bon, on va faire court. Pourquoi je faisais la grimace, c'est qu'en fait, le premier bouquin, voilà, c'était vraiment l'idée de comment on rend la psychologie, comment on la raccroche à l'histoire de Hmm. l'humanité. La philo. En fait, la philo, moi, je pratique ce qu'on appelle la thérapie d'acceptation de l'engagement, à la pomper à 80% du bouddhisme. Donc, à mon avis, ça vous coûte. Christophe André, quand j'entends, je fais de la méditation laïcisée, je dis, bah non, les gars, citez vos sources. Tu Ouais. cites le bouddhisme et tu comprends pourquoi la méditation, elle est intéressante. C'est quoi le lâcher-prise dans le bouddhisme? Quand tu cites du Nietzsche, tu cites du Descartes, il y a des gens. Donc, j'ancrais. Donc, le premier bouquin, c'était un bouquin de travail. Donc, les gens m'ont dit, bon, c'est un bouquin de boulot, faut bosser. Bah, je dis, bah ouais, on s'élève. Et le deuxième, en fait, ma belle-sœur m'avait dit, Yannick, j'ai acheté ton premier bouquin sur la plage et je me suis rendu compte que c'est pas un bouquin de plage. Et là, je me suis dit, bon, Ah. faut qu'on fasse un bouquin de plage. Et mon éditeur, il m'a dit, bon, Yannick, tu as encore pas mal de philosophes. Donc, il a fallu que j'arrive à les ancrer, mais pour moi, c'était important d'ancrer un fait dans des faits scientifiques, la philosophie, la sociologie. Et donc, ça, c'est la philo. Et la culture pop, mais parce que, en fait, bon, à la fois parce que c'est aussi mon credo, et puis que si je peux caser des vannes et caser tout un tas de films et surtout de musique,
Du coup, J'essaie de c'est tes références à toi, en fait, c'est ce qui mes te guide. références perso, mais parce que Ok. quand on écrit, il y a deux choses. Quand on écrit, on a envie de se faire plaisir et partager. Moi, c'est comme si je te reçois à l'apéro. Putain, mais moi, je vais te sortir tout ce que j'ai envie que tu kiffes et que tu vas m'amener l'inverse. Mais aussi, on va pas se mentir, la culture pop et donc l'art, c'est un processus thérapeutique. Alors l'art, c'est un processus d'expression des idées. Donc tu te rends compte que t'es pas tout seul à penser comme ça. Tu te rends compte que il y a des mecs qui sortent des phrases que tu avais ça sur le bout de la langue et tu te dis c'est exactement ça. Hmm. Donc tu vois, il y a une histoire de réunion. Et là, bon, si tu me branches sur l'art, j'aimerais faire un bouquin sur la musique et la psychologie. J'avais fait un live avec une copine là-dessus. Ça, c'est la première chose. Et après, là, le lien avec l'apéro, je me fais plaisir. En fait, je me suis fait plaisir dans ce bouquin. J'ai casé tous les trucs un peu transgressifs. Il y a un processus chamanique. Moi, j'y connais rien au chamanisme, mais c'est juste qu'à un moment donné, le chamanisme, c'est quoi? C'est tu transformes, il y a un processus de transformation. J'ai un pote qui dirait transformer sa souffrance en expérience. C'est ce que je fais en psychothérapie, c'est que les gens disent, bah voilà, j'ai été victime de quelque chose et j'en fais ma force. C'est un peu comme une transcendance, en fait. Enfin, C'est ça, la ouais. transcendance, métamorphose, tout ce qu'on veut. Et donc, bah, le chaman, la façon de parler, c'est un peu ce que, voilà, je transforme ça. En tant que psychologue, bah, c'est ce qu'on fait. Les gens, Hmm. mon expérience traumatique, j'en fais une force et j'en suis fier. La musique, c'est ça. L'art aussi, c'est comment tu sublimes. Hmm. Ok, bah moi je trouve Guernica de Picasso, c'est un gros doigt d'honneur aux nazis en disant, ok gars, t'as fait ce que t'as fait. Mais regarde, toute ta vie, je te foutrais je te foutrais ta mère devant les yeux et t'as pas le choix que le monde va le contempler, Hmm. que ça te sert de leçon. Et tu vois, l'art, c'est un truc qui dit, bon, grand philosophe Florent Pagny qui dit, tu ne prendras pas ma liberté de penser. Bah, tu vois, ce truc-là, Ouais. ce soir à l'apéro, il y a aussi un processus créatif, c'est un processus artistique, Hmm. comme la gastronomie. Mais tu vois, là, on pourrait faire un autre live, un autre podcast d'une heure et demie, hein. Ouais, sur l'art, la sublimation. Eh ouais. Alors, je vais te poser une question super difficile. Allez, j'adore. Alors, si tu devais choisir la référence ultime, culturellement, artistiquement, un artiste, ça peut être un musicien, une musicienne, qui serait pour toi, voilà, tu sais déjà. Je l'ai aujourd'hui. Mick Jagger. Ok. Mick Jagger, en fait, c'est une énigme pour la science. Il a 80 ballets, il a sorti un dernier album avec les Rolling Stones, où franchement, voilà, quand tu as 80 ans, j'ai vu Clapton il n'y a pas longtemps à Lyon, tu dis, bon, tu sens que le gars, en fait, il fait du ce qu'il sait. Les gars, ils ont encore une capacité créative. Ils poussent le bouchon, ils ont 80 ans. Ils bougent, voilà, il sent la vie, il a 80 ans, il est sur scène, il invite des jeunes, il chante avec Lady Gaga, il ramène des jeunes. Moi, je me dis, mon idole, c'est Mick Jagger. Si à 80 ans, je peux encore être l'idole des jeunes, façon de parler, mais je peux être encore en lien avec une génération avec qui je peux discuter et apprendre, Ouais. bouger mon corps comme il le fait, être créatif, ouais, voilà, Mick Jagger. Bon, bah, c'était pas si difficile comme question finalement. Mais non, mais ouais, voilà, oui, non, en plus j'avais le t-shirt aujourd'hui là-dessus, mais même en santé mentale, ce mec-là, il cristallise le passé, le présent, le futur, même à 80 ans, ce mec-là, il est encore en train de dire, mais gars, j'écris le futur. Hmm. Enfin, voilà quoi. Après, il y a qu'un Mick Jagger dans le monde. Hmm. J'aurais jamais la prétention d'être Mick Jagger, mais tant qu'il y en a un, ça me donne de l'espoir. Voilà un Ouais. peu l'idée. Donc voilà un peu la personne voilà, mais qui va aussi dans tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, quoi. Hmm, hmm. C'est vrai, c'est vrai. Ça reste vraiment dans le thème. J'ai presque fini. Il me reste deux questions, mais qui sont un peu secondaires. Du coup, avant de te les poser, est-ce qu'il y a quelque chose d'important dont je n'ai pas parlé et qui te semble essentiel de, de citer? Ah si, et on n'a pas fait le disclaimer sur l'alcool et la modération. Ouais, du coup. Et ça, parce que je l'aime bien et je l'attends toujours cette question parce que forcément, mais pas les patients, pas les lecteurs. Moi, les lecteurs, en fait, personne n'est venu me chercher. C'est tous les Hmm. médias. On dit ouais, attention Hmm. les gars, avec modération. Ouais. Et en fait, il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est que on se fout royalement de l'alcool. Alors, j'ai envie de faire une digression avec Baudelaire parce qu'il y a un poème de Baudelaire qui vient derrière. Peu importe le flacon pour peu qu'on ait l'ivresse. Et en fait, l'idée, c'est pas une ivresse éthylique,
C'est une ivresse de joie, une ivresse de joyeuseté, une ivresse de lien, une ivresse de goût, une ivresse de plaisir. En fait, il y a un poème de Baudelaire qui dit, ce qui est justement sur l'ivresse et qui est magnifique, ivresse de poésie, ivresse d'instant présent, ivresse de souvenirs. Et l'ivraie de l'apéro, c'est vraiment d'aller chercher l'ivresse. Et en fait, l'alcool, plus tu dis, il ne faut surtout pas boire d'alcool, déjà ton cerveau il est en train de se dire, waouh. Alors qu'en fait, au plus tu dis, ce qui est important, c'est, vas-y, gaffe-toi d'être humain, gaffe-toi de la vie. Bah, au fond, l'alcool, il prend moins de place. Et donc, en fait, la modération, elle vient toute seule. Quand tu centres sur les valeurs et sur l'être humain, bah, en fait, Mm. l'alcool, il devient juste, limite inaccessoire. Enfin, ça devient accessoire, quoi. Ouais. D'ailleurs, les gamins de maintenant, ils l'ont bien compris. Ils ont dit, contrairement à ce qu'on pense, les gamins, ils boivent vachement moins. Le binge drinking, c'est en train de devenir has-been. Parce D'accord. que les gars, ils disent, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est juste, je veux garder l'esprit clair. Hmm. Bah, écoute, chapeau, vas-y. Plutôt que de charger à mort. Et tu vois bien, moi, j'appelle ça la gastronomie restrictive, la gastronomie punitive. Attention, hein. Pas d'alcool, pas de cahuètes, pas de gras, pas de sucre. Et là, tu dis, bon, je terminerai avec ça, tu vois. Est-ce que ce bouquin est né de ça? Je sais plus. Mais je me suis demandé un jour, ok, j'étais kiné avant, donc je faisais partie des gens qui faisaient des recommandations de bonnes pratiques, bonne Hmm. santé. Si je marche 30 minutes par jour, si je mange 5 fruits et légumes, si je fume pas, si je bois pas, si j'écoute de la musique classique parce que c'est bon, euh, et encore je ne sais quel autre, si je mange bio, si je me lave les mains avant chaque repas, est-ce que je suis heureux? Hmm. Et là, je me suis dit, je sais pas sûr. Et c'est là où l'idée de la catharsis en psychologie, on a besoin depuis la nuit des temps d'avoir une heure où là, je vais être vulgaire, pardon, mais parce que c'est une façon de dire, bah vas-y, fais de la merde. Vas-y, pendant une heure, lâche, vas-y, la catharsis. Dis les gros mots. On s'en fout de ce que tu vas dire. Enfin, ce qui veut pas dire alcoolise-toi, mais fais-toi du mal. C'est pas l'idée de se faire du mal. Vas-y, ouf, ouf. Bon, t'as une heure, et dans une heure, ok, on se retient droit, on parle, Et tu vois, c'est depuis la nuit des temps, on a besoin de ça. Cette idée de, vas-y, dis tout un tas de trucs, mais on va pas t'en tenir rigueur. Parce que, Oui, ça me fait penser au bacchanal ou à ce genre de... bien sûr, Hmm. la Canal Bacchus, le carnaval de Rio, même si on est Hmm. d'accord, ça se fait toujours dans les règles de tu ne fais de mal à personne, ni à toi-même, ni aux autres. Hmm. Et à partir du moment où tu fais de mal à personne, lâcher, te dire vas-y, catharsis, crie très fort dans les bois, fais de mal à personne. Tu vois un peu cette idée? Oui, tout C'est à le fait. petit truc que je voulais rajouter Ouais, qui c'est permet important. aussi. Bon, voilà, c'était l'idée. Très bien. Et ben du coup, ma dernière question, Allez. si tu devais choisir aujourd'hui une recommandation culturelle, quelque chose qui t'a récemment touché ou chamboulé, quelque chose que tu voudrais partager. Ça peut être un film, un livre. Et je l'ai, la question, c'est comment je fais arriver l'auditeur, l'auditrice, l'auditeur sur cette référence. Hmm. Ah, ce sont deux publicités qui ont été tournées par TV Danemark. TV Danemark, All We Share. Donc, si vous voulez taper sur YouTube, TV Danemark, All We Share. Peut-être que même, je sais pas, dans le podcast, on pourra peut-être mettre les Oui, oui, je liens. vais le mettre dans les références. Et je mets des défis à quiconque de. Ah, je peux donner de refs, parce que j'en Oui, ai une de. allez. Voilà. En fait, ces deux expériences, mais sont vieilles, comme le monde de sociologie, mais eux les ont tournées. Et en gros, tu as des gens qui sont dans une salle d'attente. Et au fond, bah, en fait, ils ont rien à faire ensemble. Et ils les réunissent dans une pièce. Et en gros, c'est une expérience où, en gros, tu peux commencer en disant, bah voilà, qui est d'extrême droite? Ok. Qui est d'extrême gauche? Ok. Et là, tu vois tout de suite que bah en fait, et puis en 7, il change. Bon alors, qui aime la tartiflette? Qui aime la montagne? Qui a fait l'amour la semaine dernière? Qui est célibataire? Et en fait, quand tu mélanges, tu te rends compte, tu crées du lien et qu'en fait, les gens, en fait, ils s'apprécient. Et tu vois, ça fait penser, je suis désolé, putain, je vais être bavard parce que j'ai tellement envie de partager ces trois rêves. Il y a un film qui s'appelle The Old Oak de Ken Loach, Le Vieux Chêne. Bah, c'est ce film-là où les Anglais en Angleterre du Nord accueillent des Syriens. Premier round, c'est quoi ce bougnoul? Baston. Deuxième round, les Syriens se rendent compte que les Anglais sont bien assez pauvres et les Anglais se rendent compte que les Syriens sont bien assez pauvres. Et le type, ce qu'il fait, le barman, le type qui tient le bar, il dit, écoute, on va monter un bar, on va manger ensemble.
Et cette phrase-là, je le reprends en changeant l'apéro. Il dit, quand on boit l'apéro ensemble, on se serre les coudes. Et donc, je lui dis, quand on mange ensemble, on se serre les coudes. Et tu vois, ces deux refs, bah, ça montre que, en fait, quand tu fais du point commun, tes différences, elles passent toujours au second plan. Hmm. Et ça, moi, avec le reportage Human de Yann Arthus Bertrand, là, tu as 3 heures, tu vas pleurer par 3 heures, tu vas pleurer de joie en disant, mais en fait, le mec en Afghanistan, il est comme moi. Il veut juste avoir une chérie et puis il souffre comme moi. Ouais. Et tu vois, ça, c'est un message que j'ai tellement envie de passer, c'est que avant de te tirer la bourre avec ton voisin, tu lui payes un coup, tu dis, bon, t'aimes les Rolling Stones? C'est bien. Alors, qu'est-ce que t'as vu? Bon, maintenant, il faut qu'on te parle parce que ta tondeuse, à 23 heures le soir, c'est relou, quoi. Plutôt d'attaquer direct frontal, tu fais chier avec Hmm. ta tondeuse, où au final, il y a peu de chances que ça se finisse bien. C'est vrai. Bon, voilà, tu sens que tu pourrais me poser encore 40 questions, mais je tiendrai. Il y a encore plein de choses, quoi. On va essayer d'être raisonnable. Ah ouais, bien sûr. Le timing. Pour les personnes qui sont intéressées par ton travail ou qui souhaiteraient te contacter ou prendre rendez-vous avec toi, où est-ce qu'on les redirige? Quelles sont tes références? Alors en fait, bon, c'est assez simple, hein. On tape Yannick Deschamps sur Google, il y a plein de trucs. Sur les réseaux sociaux, c'est Éole, Psy. Éole comme une éolienne, le dieu du souffle. Eole, Psy. Éole Psy. Et donc, bah pareil, Éole Psy, Instagram, TikTok, Facebook, enfin voilà. Je suis un peu énervé. Je suis hyper actif, mais je prends beaucoup de vacances. Donc c'est pour ceux qui s'inquiètent de ma santé mentale, voilà, ça chauffe, mais on refroidit assez souvent le cerveau. Très bien. Eh ben, Voilà. écoute, merci beaucoup pour ce bel échange, très Merci riche. à toi. C'est très gentil à toi d'avoir accepté mon invitation. Très grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!